Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier live de la semaine du tourisme digital. On va parler d'un thème qui me semble a déjà beaucoup de succès si j'en réfère au chat que nous avons ouvert sur Covid et litige voyage. Ce thème a été confié à la médiation tourisme et voyage, dont la mission est principalement d'accompagner la résolution à l'amiable de litiges entre consommateurs et opérateurs du tourisme. Et on a le plaisir d'avoir avec nous pour cette conférence son secrétaire général, Khalid El-Wardi, qui est avec nous donc, pour ce live représentant donc, la médiation tourisme et voyage. Il va vous faire une présentation pendant une vingtaine de minutes des différents sujets qui peuvent poser question à l'heure actuelle. Et puis ensuite, dans les 10 dernières minutes, on fera place à des questions-réponses sur la base notamment du chat. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sur le chat. Donc, on se retrouve à la fin de la présentation de Khalid pour évoquer ces questions-réponses ensemble. Donc, je vous souhaite un bon live sur le thème Covid et litige voyage. Merci Marianne, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Khalid El-Wardi, secrétaire général de la médiation tourisme et voyage, et nous essaierons donc dans le laps de temps qui nous a accordé de balayer un petit peu les principales problématiques. On n'aura pas le temps de les voir toutes, mais les principales problématiques liées au litige voyage engendré par cette épidémie du Covid, et notamment ce qui concerne les voyages à forfait, et une partie qui sera peut-être un peu plus longue qui concerne les annulations de billets d'avion. Donc, on va commencer immédiatement avec le sommaire. Si mon écran est bien partagé, voilà. Donc, très rapidement, une petite présentation de ce qu'est la médiation tourisme et voyage. Comme vous le disait Marianne, nous sommes un organisme privé, impartial, qui a en charge la gestion extrajudiciaire des règlements des litiges. C'est-à-dire une entité qui va se charger de traiter les réclamations entre un consommateur et un professionnel avant le stade du tribunal. Un élément important, c'est que ce système, comme toutes les médiations de consommation, vous en avez dans l'assurance, dans l'énergie par exemple, est un système gratuit pour le consommateur. Donc en cas de saisine, le dispositif est financé par d'autres biais que par des frais de dossier par exemple qui seraient demandés au consommateur. Le système est totalement gratuit pour les demandeurs. Pour pouvoir saisir un médiateur de la consommation, vous avez un certain nombre d'obligations à respecter. Quand on parle d'obligations, ce sont essentiellement des obligations de forme plus que des obligations de fond. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr d'avoir raison, on peut quand même soumettre son dossier gratuitement à un médiateur de la consommation. Pour ce faire, il faut avoir d'abord essayé de régler son litige à l'amiable avec un professionnel et être capable de le prouver par la copie d'une réclamation faite par courrier ou par email. Mais il faut absolument la preuve d'une tentative préalable de résolution du litige. La deuxième condition, c'est qu'il faut que cette demande faite au professionnel ait reçu soit une réponse négative, soit pas de réponse dans un délai de 2 mois. Donc, à partir de là, la demande deviendra recevable auprès du médiateur. Troisième condition, il faut que la saisine du médiateur se fasse dans les 12 mois à compter de la réclamation au professionnel. C'est-à-dire que si vous vous êtes plaint auprès d'une compagnie aérienne ou d'une agence de voyage il y a 2 ans, vous n'aurez plus la possibilité de soumettre ce dossier à un médiateur de la consommation. Et enfin, quatrième condition, c'est qu'évidemment, le professionnel avec lequel vous avez un litige soit adhérent au dispositif concerné. Alors, en principe, depuis 2016, l'intégralité des professionnels exerçant en France ou en Europe ont l'obligation de proposer un médiateur à leurs clients. Si ce n'est pas le cas, ces professionnels sont en infraction. Donc, vous pourrez en faire référence à la DGCCRF notamment en leur faisant part du fait que le professionnel avec lequel vous avez un litige ne vous propose pas l'accès gratuit à un médiateur de la consommation notifié. Donc, voilà pour la partie présentation globale de la médiation du tourisme. On va rentrer tout de suite donc, dans le vif du sujet des réclamations Covid et voyage avec une notion qui est importante, c'est celle du forfait touristique.
l'annulation d'un forfait touristique. Alors, cette notion nécessite une petite définition, et cette définition, vous la trouverez dans le Code du tourisme à l'article L211-2, et elle est d'autant plus importante que cette définition aura un certain nombre de conséquences juridiques, et notamment de vous présenter qui sera responsable des dommages, des annulations, des éventuelles demandes de remboursement vis-à-vis de vous. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans un forfait touristique, l'agence de voyage qui vous a vendu le forfait touristique sera responsable de l'exécution de l'intégralité des prestations vendues. Si vous n'êtes pas dans un forfait touristique, vous devrez vous retourner contre le professionnel mis en cause. Donc, dans mon exemple 1, si j'ai acheté un forfait touristique, que mon litige porte sur le transport aérien ou sur l'hébergement ou sur autre chose, je pourrais faire une réclamation à mon agence de voyage. Dans le cas numéro 2, il faudra intervenir directement auprès de la compagnie aérienne ou directement auprès de l'hôtelier ou directement auprès d'une personne qui vous aura vendu des excursions. Donc, vous voyez que la définition est extrêmement importante puisqu'elle vous redirigera vers un opérateur qui sera plus ou moins facile à contacter. C'est beaucoup plus facile d'écrire à l'agence de voyage de son quartier ou un tour opérateur basé en France qu'une compagnie aérienne thaïlandaise ou un hôtelier dans les Maldives. Donc, la définition du forfait touristique est dans l'article L211-2 du Code du tourisme, et elle prévoit qu'est un forfait touristique la combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage aux fins du même voyage, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée. Ce sont des conditions cumulatives. Alors, quand on dit 2 services de voyage, un service de voyage, c'est du transport ou de l'hébergement ou une location de voiture ou d'autres services considérés comme des services touristiques, par exemple la visite d'un musée, un parc d'attractions ou des choses comme ça. Donc, je me répète, le transport, l'hébergement, la location de voiture ou un autre service touristique. Donc, il faut qu'on en combine 2 et que cette combinaison dépasse 24 heures ou inclut une nuitée. Donc, si on a un hébergement, c'est relativement facile puisqu'on aura une nuitée et un billet d'avion, on entre tout de suite dans la définition du forfait. Mais si on n'a pas d'hébergement, il va falloir totaliser la durée des différentes prestations. Pour avoir 2 prestations qui font plus de 24 heures mais qui n'incluent pas un hébergement, vous aurez par exemple acheté un billet d'avion pour aller à Barcelone et en plus de ça, une location de voiture en une semaine parce que vous logez chez des amis ou vous avez une résidence secondaire. Mais le fait d'avoir un transport aérien et une location de voiture qui va durer toute la semaine remplira la condition des 24 heures d'affilée. Donc, cette combinaison sera considérée comme un forfait touristique. A contrario, pour prendre un exemple similaire, mais qui nous fera sortir de la définition, c'est par exemple, j'habite en province, je dois prendre un vol à Roissy, Charles de Gaulle, je vais louer une voiture pour me rendre à l'aéroport. Donc, j'ai toujours une location de voiture. Je vais louer une voiture pour me rendre à l'aéroport et de là, je prendrai mon vol pour Barcelone. Nous ne sommes pas dans un forfait touristique, alors même que les 2 prestations sont les mêmes que celles citées précédemment, mais nous n'avons pas 24 heures, puisque la location ne me sert que pour me rendre de mon domicile à l'aéroport. Donc, ça peut paraître parfois un petit peu complexe, mais de façon générale, dans 80 ou 90% des cas, le package sera constitué par un hébergement et du transport. Et là, il y aura beaucoup moins de difficultés à entrer dans ce champ d'application. Donc, une fois qu'on a pu trancher la question de savoir si on est dans un forfait ou pas, et donc une fois qu'on a dit qu'on était dans un forfait, on a vu tout à l'heure que l'on pouvait saisir directement l'agence de voyage et pas forcément les prestataires individuellement. Il y a un article qui va être extrêmement important et qui date de la dernière mouture du Code du tourisme, c'est l'article L211-14 du Code du tourisme. C'est le nouvel article qui va permettre à un consommateur, avant le départ, de demander aux professionnels l'annulation du voyage et, chose plus importante, le remboursement immédiat des sommes versées, puisqu'on a toujours la possibilité d'annuler son voyage. Mais c'est cet article-là qui permettra de dire non seulement je ne veux plus partir, mais vous allez me rembourser l'intégralité des sommes versées. Alors, on ne peut pas le faire évidemment pour n'importe quelle condition. L'article L211-14 prévoit qu'un consommateur pourra faire cette demande si des événements exceptionnels et inévitables surviennent au lieu de destination ou à proximité immédiate et ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. Donc, je vous laisse quelques instants pour revoir ces éléments-là. Et il est important de se dire que ce sont des conditions cumulatives. C'est-à-dire que si avant de partir, il y a un événement de force majeure ou des circonstances exceptionnelles qui surviennent à destination,
C'est un terme important. Ce ne sont pas des événements qui arrivent sur le lieu de séjour. Confinement, par exemple, n'est pas considéré comme une circonstance extraordinaire selon cet article-là. Donc, il faudra qu'un événement exceptionnel et inévitable survienne au lieu de destination et empêche l'exécution du contrat. Si l'événement n'empêche pas l'exécution du contrat de voyage, il ne pourra pas justifier d'une annulation sans frais. Je vais vous prendre un exemple concret, un attentat qui interviendrait sur le lieu de destination. Donc, vous avez un attentat quelques jours avant le départ. Si cet attentat a des conséquences sur l'exécution du contrat. Par exemple, l'attentat a fait exploser l'hôtel dans lequel vous étiez censé séjourner. Là, on a la circonstance exceptionnelle qui est cochée, le lieu de survenance qui est également coché et la conséquence sur le contrat est également cochée. Donc, les trois conditions étant remplies, le consommateur pourra dire à l'agence de voyage « je ne souhaite plus partir et je demande le remboursement du voyage ». Mais si, à contrario, le même événement, je prends toujours mon attentat qui aurait lieu sur la plage de l'hôtel ou dans un autre endroit de la ville, n'a pas d'impact sur l'exécution du contrat, c'est-à-dire que toutes les prestations que m'a vendues mon agence de voyage peuvent être fournies, l'hôtel est ouvert, les excursions sont possibles, le transport peut se faire normalement, le simple fait d'avoir peur, entre guillemets, d'aller à destination ne remplit pas les critères de cet article L211-14. Il ne sera donc pas possible de demander l'annulation sans frais et la demande d'annulation sera donc soumise au barème contractuel. Donc, dans chaque contrat de voyage, vous avez un barème qui vous annonce les pénalités qui vous seront retenues si jamais vous décidez d'annuler à 30 jours, à 15 jours, à 20 jours du départ. Donc, il est important de noter les différentes dispositions de cet article L211-14 et bien se dire que ces conditions doivent être cumulatives. Il peut y avoir des zones, on va dire des zones grises, notamment pour des événements qui durent dans le temps. Là, j'ai volontairement pris l'exemple de l'attentat, puisque c'est un événement qui commence et termine à instant T. Et au moment où cet événement est terminé, je sais tout de suite s'il y aura ou pas un impact sur l'exécution du contrat. Donc, l'hôtel n'est pas ouvert, etc. Mais pour des événements qui durent un petit peu dans le temps, comme le Covid, par exemple, pour une épidémie ou même pour un événement climatique, si vous avez un cyclone qui est à 300 km des côtes de l'endroit où vous devez séjourner, mais qui se dirige droit vers l'hôtel où vous devez séjourner, on a déjà deux des conditions de cet article-là qui ne sont pas remplies. Donc, vous avez la proximité immédiate, puisqu'on est à 300 km des côtes, donc on n'est pas tout à fait à proximité immédiate de l'endroit où on doit séjourner. Et l'impact sur le contrat, n'est pas sûr. Donc, il y a une probabilité plus ou moins forte, et c'est cette probabilité plus ou moins forte qui pourra vous faire entrer ou pas dans l'article L211-14. Bon, là, c'est une interprétation qu'on fait de cet article-là, mais si on considère que l'impact est quand même extrêmement probable, qu'il y a eu un tas d'événements de même nature, etc., ou que les événements laissent à penser, par exemple, avec le Covid, que la destination en question risque d'être fermée au-delà de ma date de départ. On avait par exemple le cas des États-Unis où on savait que pendant au moins 6 mois, il serait impossible d'accéder à ce pays-là. On peut considérer que même plusieurs mois en avance, alors même qu'on n'est pas tout à fait sûr que les frontières seront ouvertes ou pas, beaucoup d'indices laissent à penser qu'il y aura effectivement un impact sur l'exécution du contrat. Donc, c'est vraiment ce dernier point qui pourra justifier ou pas une demande d'annulation sans frais de la part du consommateur. Donc, on poursuit avec une disposition qui a été extrêmement importante et qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment, et qui est liée à cet article L211-14. C'est une ordonnance du 25 mars 2020 qui vient directement répondre à cet article-là, puisqu'on a vu que lorsqu'un consommateur entrait dans les dispositions du L211-14, il avait le droit de demander à l'agence de voyage qui lui avait vendu son package le remboursement immédiat des sommes versées en numéraire. Donc, une ordonnance du 25 mars 2020 est venue atténuer cet article-là en prévoyant que pendant un laps de temps et sous certaines conditions, l'agence de voyage pourra proposer un avoir ou un bon d'achat plutôt que le remboursement immédiat des sommes versées. Donc, cette ordonnance concernait les forfaits touristiques, on en a vu la définition, les hébergements, les locations de voitures et les autres services touristiques, transport exclus. Donc, cette disposition ne s'applique pas aux billets d'avion. Que prévoit cette ordonnance? Deux choses importantes. Elle ne s'applique qu'aux annulations visées par le L211-14 que nous avons vu tout à l'heure et les annulations demandées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Sur ce point-là, j'insiste sur le fait que ce sont les demandes d'annulation qui sont concernées et pas les dates de voyage. C'est-à-dire que ce ne sont pas les voyages prévus entre mars et septembre qui doivent être annulés pour ce motif, mais les demandes d'annulation intervenues entre ces deux dates. Donc, même si le voyage devait avoir lieu en janvier 2021 ou en décembre 2021, l'annulation était demandée entre ces deux dates, on était dans le champ d'application de l'ordonnance. Et que dit cette ordonnance? C'est comme je vous le disais, le professionnel peut proposer un avoir à la place du remboursement et que le consommateur ne pourra demander le remboursement de cet avoir qu'au terme de sa période de validité, c'est-à-dire 18 mois. Donc, l'agence propose un avoir plutôt que le remboursement. On est libre de l'utiliser ou pas, mais ce n'est uniquement à la fin de la date de validité, donc c'est-à-dire après 18 mois, qu'un consommateur pourra dire bon, ben, finalement, vous allez me rembourser les sommes que je vous ai payées pour l'exécution du voyage qui ne s'est pas fait. Dernier point sur les litiges Covid, ce sont les cas des billets d'avion. On a eu pas mal de demandes à ce niveau-là, il y a eu pas mal d'interrogations. Donc, on va subdiviser la question en deux parties. Les annulations de vols effectuées par la compagnie aérienne. Donc, que dit la loi? La loi, elle est relativement claire sur ces cas-là, et vous avez notamment un article d'un règlement européen qui prévoit explicitement que la compagnie aérienne d'annulation de vol devra proposer au consommateur le choix entre le remboursement de son billet ou un réacheminement vers sa destination finale. Donc, ça peut être un avoir ou ça peut être autre chose. Mais c'est un choix qui doit être proposé au passager et il a le droit de choisir l'un ou l'autre. Alors, on a dit que c'était le règlement européen qui prévoyait ces dispositions-là, mais il faut faire attention puisque ce règlement européen ne s'applique pas à tous les vols et ne s'applique pas à toutes les compagnies aériennes. Ces dispositions ne s'appliquent que dans deux situations, donc tous les vols qui partent de l'Europe. Donc là, on ne se pose pas de questions de champ de compétences ou de territorialité. Tous les vols qui partent de l'Union européenne seront soumis à ces obligations-là. Donc, une compagnie qui est annulable doit proposer le remboursement ou le réacheminement. Il s'applique également aux vols à destination de l'Union européenne lorsque la compagnie est communautaire. C'est-à-dire un New York-Paris. Si on est sur Air France, le règlement va s'appliquer, donc l'obligation vue précédemment s'applique. Si le même vol est exécuté par American Airlines, les dispositions précitées ne s'appliquent pas. Donc, tous les vols qui partent de l'Europe ou tous les vols à destination de l'Europe si la compagnie est européenne. Donc, dans ce cas-là, la loi prévoit que la compagnie doive rembourser ou proposer un réacheminement. Ça, c'est ce que disent les textes et ils sont relativement clairs sur ce sujet-là. L'autre conséquence que nous avons pu avoir, ce sont les annulations du fait du voyageur et notamment du fait des conséquences du Covid. On a eu pas mal de demandes d'annulation de gens qui étaient confinés chez eux, qui étaient bloqués parce que couvre-feu, mais leur vol partait quand même. Les compagnies répondaient à ces clients-là, écoutez, le vol en question part bien, le fait que vous ne puissiez pas vous rendre à l'aéroport n'est pas un motif suffisant pour demander le remboursement sans frais, et juridiquement parlant, elles ont raison. Juridiquement parlant, il s'agit d'un no-show, c'est-à-dire d'une non-présentation au départ, et ce sont donc les conditions du billet qui s'appliquent. Si le billet est remboursable, vous serez remboursable. Si le billet est partiellement remboursable, vous serez partiellement remboursé. Mais si le billet n'est pas remboursable, vous n'aurez juridiquement droit à rien. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi. Maintenant, entre les deux, et c'est aussi le rôle d'un médiateur, et j'en terminerai avec ça, le rôle d'un médiateur, c'est aussi de mettre un petit peu d'équité là où la loi, où les textes ne sont pas forcément justes à une situation donnée. C'est pour ça que de temps en temps, dans l'exemple 1, nous avons autorisé à ce que les compagnies fassent des avoirs plutôt que des remboursements, mais à condition que ces avoirs puissent être plus intéressants, soit qu'ils puissent être plus importants d'un point de vue valeur, c'est-à-dire qu'on donne un 10% ou 15% de plus, soit qu'ils puissent être utilisés par quelqu'un d'autre et donnés à mon frère, à mon cousin qui s'en servira éventuellement. Et c'est pour ça qu'on a aussi, à l'inverse, demandé aux compagnies aériennes d'être plus souples dans le cas numéro 2, notamment le fait que les clients ne puissent pas se présenter parce qu'ils sont confinés à la maison ou parce que couvre-feu, que pour ces gens-là, pour qui effectivement normalement le droit n'accorde rien, de proposer également la possibilité d'avoir un avoir plutôt que de perdre et son voyage et son argent. Mais encore une fois, ça reste de l'équité et c'est le bon sens qui nous a amené à proposer ce genre de choses et pas la loi comme on l'a vu. Donc voilà, je crois qu'on est pile poil au terme des 20 minutes. Donc on va passer, si vous voulez bien, à
à la partie questions. Marianne, je te laisse la parole. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat. J'avoue qu'il y a beaucoup de situations aussi un peu personnelles, spécifiques. Donc, on va essayer de répondre de manière peut-être un peu globale à certaines problématiques. J'ai essayé de regrouper. Et je vous invite évidemment, si vous n'avez pas la réponse à votre situation personnelle, à contacter la médiation, y compris via cette plateforme. Il y a un profil partenaire de la médiation sur la plateforme. Vous pouvez rentrer en discussion privée avec Khalid qui vous a fait la présentation si vous avez des sujets un petit peu plus personnels et que vous n'ayez pas trouvé la réponse ici. En tout cas, tu as répondu déjà, je pense, à un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. Il y avait notamment toutes les questions autour de est-ce que le confinement, est-ce que l'interdiction de sortie du territoire sont des justificatifs valables, des raisons valables à annuler son billet. Donc, je crois que la réponse, elle est non. Donc, elle est non. Ouais. Pour les billets, là, je l'ai évoqué pour les billets, mais ce n'est également pas un motif suffisant pour annuler un forfait touristique parce qu'on ne considère pas le confinement ou le couvre-feu comme un cas de force majeure pour le consommateur. C'est-à-dire que l'événement de force majeure doit empêcher une partie d'exécuter ses obligations contractuelles. Or, le fait de partir n'est pas une obligation contractuelle pour le consommateur. Donc, ça ne justifiera pas d'une demande d'annulation sans frais, juridiquement parlant. Une petite question aussi juste d'éclaircissement. On nous demande si une croisière est considérée comme un forfait touristique. Absolument, puisqu'on va considérer qu'on a du transport et de l'hébergement, même si les deux sont faits au sein du même appareil, ça sera considéré comme un forfait. Parfait. Beaucoup de questions autour des compagnies aériennes. C'est ce qui remonte le plus, avec des délais parfois très longs, 1 an, dans l'attente d'un remboursement. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des délais qui doivent être officiellement respectés pour gérer ces remboursements de la part des compagnies? Est-ce que certaines traînent beaucoup? Et à quel moment devient-il opportun de contacter la médiation quand ça fait des mois qu'on attend pour le remboursement d'un vol sec? Alors, il y a effectivement des délais qui sont prévus par le règlement européen quand il s'applique. On est sur des délais qui sont relativement courts. En général, on parle de 2 semaines ou de 3 semaines. Mais aujourd'hui, l'impact du Covid est tel que l'intégralité des services relations clientèle et même les services de la médiation ont été complètement débordés. On a pu échanger avec certains de nos adhérents qui ont reçu 10 000 fois plus de réclamations par jour que ce qu'elles avaient habituellement. Donc, on va dire qu'on n'a pas de mauvais élèves qui volontairement traîneraient la patte, mais l'explosion des demandes a fait qu'effectivement les délais sont un petit peu rallongés. Et pour saisir un médiateur, comme je vous le disais en début de présentation, il y a 2 situations. Soit vous avez une réponse négative, soit, alors en général, c'est pas de réponse dans un délai de 60 jours, mais je vous conseille quand même d'attendre un peu plus longtemps. Et c'est vrai qu'on laisse au moins 3-4 mois à une compagnie aérienne pour pouvoir revenir vers vous avec une position qui vous satisfera ou pas, mais d'attendre quelques mois avant de saisir le médiateur, parce qu'encore une fois, tous les services relations clientèle sont absolument débordés en ce moment avec l'impact du Covid. Sur la question des 18 mois et de l'ordonnance, c'est bien 18 mois à partir du moment où l'avoir a été proposé au consommateur? Exactement, à partir du moment où il a été proposé au consommateur, et cette proposition doit se faire normalement dans un délai de 30 jours après l'annulation du voyage. D'accord. Donc, c'est 18 mois à partir de la position d'avoir. Alors, certains sont dans des situations un peu plus extrêmes, puisqu'on a notamment 2 questions. Une question qui est toujours sur cet avoir des 18 mois, mais si l'agence, entre-temps, n'existe plus, que l'avoir a été proposé pendant 18 mois, mais si l'agence était amenée à disparaître, quels sont les recours? Alors, en tout état de cause, pour être agent de voyage en France, il y a une obligation légale qui est extrêmement importante. C'est l'obligation, avant de demander, on va dire, son autorisation d'exercice, de justifier d'un organisme de garantie financière. Donc, toutes les agences de voyage immatriculées en France, et vous avez la liste sur le site Atout France, ATOUT France, l'intégralité des agences de voyage immatriculées en France ont une garantie financière. Et cette garantie financière, elle sert justement à prendre le relais si entre le moment où vous achetez un voyage et le moment où vous devez effectivement partir, l'agence de voyage fait faillite. Donc, cet organisme de garantie financière sera là soit pour vous faire partir, donc remplacer les prestations achetées, soit pour vous rembourser les sommes versées. Donc, c'est une petite, on va dire, conseil de vigilance avant d'acheter un voyage à forfait. Bien vérifier que l'agence en question est bien immatriculée en France et dispose bien de cette garantie financière. Merci. Une autre question qui est quand un consommateur est passé par une agence adhérente, peut-être à la médiation ou pas, est-ce que c'est au consommateur d'avoir à faire les démarches, par exemple,
pour le vol ou tout doit passer par l'agence? Je pense que tu y as répondu en partie, mais il y a une situation en particulier sur le chat où l'agence demande au consommateur de faire la démarche. Alors, le cas évoqué, je suppose que c'est le cas d'un billet sec, puisque quand on est dans un forfait touristique, l'agence va s'occuper de tout. Quand on est dans un billet sec, là, ça dépend des compagnies aériennes. Certaines exigent effectivement que la demande vienne directement du passager, puisque c'est lui qui, en théorie, a tous les droits au visa du règlement dont on a parlé tout à l'heure. Mais il est vrai aussi qu'un certain nombre de compagnies aériennes exigent que ce soit l'opérateur qui a effectué la réservation et souvent effectué le paiement qui puisse la modifier, l'annuler et demander les différentes, effectuer les différentes démarches. Donc, ça dépendra de la compagnie aérienne, mais dans la majorité des cas, c'est l'opérateur de voyage, donc l'agence intermédiaire, qui devra se charger des démarches au lieu et à place du consommateur. Merci. Une question qui est quand on a déjà fait appel à la médiation, qu'on a eu un accord favorable de la commission et que ça n'aboutit toujours pas, quels sont les ultimes recours? Alors là, dans la question, je pense que les gens ne font pas directement référence à la médiation du tourisme, mais à la commission paritaire dont la médiation du tourisme se charge du traitement administratif. Juste petite parenthèse sur cette commission. Donc, c'est une commission qui a été mise en place par les professionnels pour étudier les cas des gens dont la situation justifierait d'un remboursement avant les fameux 18 mois de l'avoir, c'est-à-dire une situation financière délicate, une situation médicale qui ne leur permet de toute façon pas de partir dans les 18 mois. Donc, ils peuvent soumettre une demande à la commission paritaire qui pourra donner un avis favorable ou défavorable. Je pense que c'est à ça que fait référence le consommateur. Si la commission a donné un avis favorable mais que l'entreprise ne s'exécute pas, le consommateur peut revenir vers la commission qui se chargera de transmettre la demande donc aux organisations professionnelles qui se sont engagées à faire respecter les avis de la commission. Donc les organisations professionnelles du tourisme font partie de la commission et se sont engagées à taper un petit peu du poing sur la table pour demander l'exécution des avis de la commission paritaire. Donc, vous pouvez revenir vers la commission en faisant état de votre cas et on fera remonter la demande aux organisations en charge. Peut-être une des dernières questions. Est-ce qu'il existe une différence de démarche quand on a réservé auprès d'une agence en ligne ou réservé auprès d'une agence physique ou est-ce plutôt lié au fait que l'agence soit ou pas française, immatriculée, etc. Exactement. D'un point de vue juridique, un opérateur en ligne est agent de voyage au même titre qu'une agence physique. Les obligations d'immatriculation sont les mêmes, les obligations d'exercice sont les mêmes, donc les obligations en termes de gestion des réclamations sont exactement les mêmes. Il n'y a absolument aucune différence si, encore une fois, nous sommes bien face à une agence de voyage immatriculée auprès du registre Atout France. Donc, c'est vraiment ça l'élément le plus important à vérifier, c'est est-ce que je suis bien face à une vraie agence de voyage immatriculée. Et si c'est le cas, qu'elle soit en ligne ou pas, ne change absolument rien. Ok. Merci. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je le redis, sans doute pas de l'ensemble des questions et dans le détail. En tout cas, vous pouvez retrouver des informations sur le site internet de la médiation, y compris sur cette plateforme aussi. Vous avez un certain nombre d'informations qui sont remontées. Cette conférence va être disponible dès qu'elle va être clôturée en replay pendant un mois. Donc, vous pourrez y accéder de nouveau ou la partager avec vos contacts dont vous savez qu'ils sont dans une situation d'inquiétude par rapport à ce sujet-là. Et donc, voilà, vous pourrez accéder avec vos codes actuels pendant un mois à cette conférence. Merci beaucoup, Khalid, pour ton temps. Pour cette conférence-là. Je pense qu'il y avait du monde avec nous cet après-midi, donc je pense que le sujet était important pour beaucoup. Et puis, bien, nous, pour ce soir, on continue les conférences jusqu'à 20h30 ce soir, donc sur d'autres thèmes, pour découvrir des destinations, donc sujet un petit peu plus léger. Donc, merci à tous, merci Khalid, et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci.